Tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Don't let my heart keep breaking, 'cause I need your love. I want your love. Say you're in love with this guy. If not, I'll just die. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you care for a cotton cottage we could share? The world will pardon my mush for. I've got a crush, my baby. Hear me sigh, sweetie pie. I've got a crush on you. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only for
most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound, make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are?
Voilà, on se retrouve pour un débat maintenant où on va se poser la question, demain, un accès aux dispositifs légaux par algorithme. On va parler intelligence artificielle, on va parler bien sûr de l'importance du numérique et déjà depuis ce matin, on voit bien que tout cela bouleverse la relation aux usagers. Comment le faire en donnant toute satisfaction et en étant en ligne avec cet objectif de qualité. Là, je fais suite à notre débat précédent. Et pour en parler, j'appelle à nous rejoindre Guillaume Matelier. Guillaume Matelier qui est maire d'Ambily, mais il est surtout ici docteur en sciences politiques à l'Université de Genève. Il a beaucoup travaillé sur le revenu de base. Et donc, comment aujourd'hui garantir des dispositifs légaux avec ces nouveaux outils. Et puis avec nous également Vincent Clerc, qui est le directeur de la CAF de Savoie, gouverné par algorithme. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire et là encore, quels présupposés on doit avoir pour éviter toutes les dérives. Et on a en visio avec nous Pascale Gruny, que je remercie. Bonjour Madame la sénatrice. Vous êtes sénatrice de l'Aisne et vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Et surtout, vous venez de rendre à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales un rapport sur l'intelligence artificielle et les collectivités territoriales. Autre intervenant de ce débat, Mathieu Klein, qui est le maire de Nancy, président du Haut Conseil au travail social. Alors là, on n'est pas justement dans la communication à distance. Il est dans le train, il nous rejoint, il va nous rejoindre en cours de table ronde. Et on va commencer sans tarder. On va commencer sans tarder avec vous, peut-être Pascale Gruny, finalement, parce que si on élargit à toutes les politiques publiques, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Alors peut-être faudrait-il parler de l'intelligence artificielle générative, celle qui peut transformer aussi les politiques publiques et voir comment elles impactent les collectivités. C'est le rapport que vous venez de remettre à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, avec pour titre « L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'univers des collectivités territoriales ?» C'est un rapport que vous avez fait avec Ghislaine Séné, sénatrice des Yvelines. Alors, des espoirs, des inquiétudes, quel lien avec les citoyens? Quelles sont vos grandes conclusions après ce travail que vous avez mené? Merci beaucoup, monsieur. Je salue bien sûr messieurs les maires, monsieur le directeur de la CAF, et puis l'ensemble des personnes qui sont présentes devant vous. Toutes mes excuses pour ne pas être à Chambéry, mais c'était compliqué. Je viens juste de rentrer de Paris chez moi, et moi je suis des Hauts-de-France, donc je suis un petit peu loin de vous. Oui, on a choisi en fait de travailler sur l'intelligence artificielle pour les collectivités territoriales, parce que c'est un sujet, et on voit bien que déjà certaines collectivités se sont emparées du sujet, et on voit arriver ça de plus en plus vite. Moi, je vais vous dire, je suis pas du tout une professionnelle de l'intelligence artificielle, mais je me souviens d'un débat que nous avions eu au sein du Sénat avec le ministre de l'époque, Mounir Majoubi, et c'était sur l'intelligence artificielle. J'étais allée pour écouter un peu ce qui se disait. Ça m'avait donné le vertige. Et donc beaucoup de questions. Ce sont des questions finalement que se posent aussi les élus, mais ça commence à venir aussi chez les citoyens et puis bien entendu chez les agents, parce que c'est quand même une révolution. Mais le nom est peut-être pas bien choisi, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, donc on a l'impression que ça va finalement remplacer l'homme avec un grand H, ce qui n'est pas vrai. En fait, c'est un outil, mais c'est un peu comme l'informatique quand c'est arrivé dans les entreprises et puis dans les collectivités. Certains bouleversements, un changement du travail, mais je crois que pour l'ensemble des élus, ce qu'il faut faire, c'est accompagner cette révolution plutôt que la subir. Donc c'est pour ça qu'il faut je dirais, prendre ce sujet-là à bras-le-corps le plus rapidement possible. Il faut aussi entraîner les petites communes, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas gratuit non plus, ça a un coût. Dans les petites communes, il n'y a pas tous les agents, tout le personnel qui peut justement s'emparer de ce sujet.
Donc, il faudra aussi les entraîner. Alors, le sujet principal souvent, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va tuer l'emploi? Et je peux vous dire que la conclusion, c'est non. En fait, c'est un changement vraiment profond des tâches qui seront à réaliser, parce que l'intelligence artificielle, elle va surtout retirer des tâches qui sont aujourd'hui fastidieuses, qui sont chronophages et qui finalement laissent peu de place, un travail plus intéressant et puis surtout plus efficace et au service du citoyen. En clair, Alors, on n'aura pas donc, besoin notre conclusion, nécessairement de gens pour faire des tâches répétitives sur c'est ça. la gestion de la paye, mais on aura toujours besoin d'auxiliaires de vie et de personnel dans les EHPAD Ah, ça, c'est sûr. et peut-être justement la reconnaissance davantage des métiers de la relation. Et tout à l'heure, on avait un débat justement, Tout à fait. la qualité du service public passe par la relation à l'usager. Et cette relation, elle peut être facilitée Complètement. certainement par les technologies, mais on a toujours besoin d'avoir ce contact avec l'habitant. Tout à fait, tout à fait. Je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est la ville de Plaisir qui ont mis en place en fait un accueil avec un robot conversationnel. Donc on se dit parce que bon, on a toujours quand on appelle taper 1, taper 2, taper 3, ça énerve énormément les personnes. Là en fait, quand vous avez le robot, vous avez l'impression qu'il y a une personne derrière. Donc il va répondre éventuellement à une question relativement simple pour laisser justement les questions plus complexes à une personne. Donc finalement, il y a toujours l'humain qui arrive derrière. Mais ça leur a permis finalement de ne plus perdre un grand nombre d'appels et aujourd'hui, ils en perdent pratiquement plus. En revanche, moi je vais vous dire, j'ai testé. La question que j'ai posée était une question simple, je m'en souviens plus, mais très simple que les citoyens peuvent nous poser et ils n'ont pas su répondre. Donc l'intelligence artificielle, il faut aussi la nourrir. Et ça, c'est l'homme, sont les agents, hommes et femmes, qui vont justement nourrir et apporter, je dirais, les réponses aux questions que peuvent se poser le citoyen. Donc, je pense effectivement, le rôle de l'humain reste essentiel. Quand vous parlez du soin, évidemment et heureusement, et j'espère bien qu'on n'a pas des robots, même si, je crois, en Asie, parfois, on voit des personnes qui sont seules et qui ont un petit robot comme un chien. C'est franchement pas vers ça qui. Mais je crois que pour réussir ça, il faut vraiment, je dirais, embarquer tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que Montpellier a mis en place, c'est qu'il a commencé en fait son travail sur l'intelligence artificielle par une convention citoyenne. C'est-à-dire avec les citoyens de Montpellier, de voir comment on pouvait justement transformer la relation service public, mais au travers justement des attentes des citoyens. Il faut former les agents, il faut les rassurer, justement, leur travail va changer, mais c'est pareil, l'intelligence artificielle, quand il va rendre un travail que vous lui aurez demandé, il faut avoir cet esprit critique, cet esprit de synthèse. C'est pour ça qu'il y a un changement. Et vous savez très bien que le changement, ça fait toujours peur. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner. Moi, j'étais, à moins de long dans ma vie, directeur des ressources humaines dans des entreprises. Je vais vous dire que du changement, il y en avait régulièrement, mais qu'il fallait bien sûr toujours penser aux personnes qui allaient subir ce changement pour finalement elles ne le subissent plus, mais qu'elles soient plutôt, je dirais, en dynamique pour la réussite du changement. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis, il y a la question de la gestion des données, la question aussi de la sécurité, et en particulier pour des collectivités territoriales qui ont à gérer des dossiers concernant la vie intime de nos concitoyens. Tout à fait. Donc, le côté juridique est très important, ça on l'a bien souligné dans notre rapport. Et puis, il faut se conformer au droit. Et on a notamment les directives européennes
qui est Actia et puis Nice 2, qui viennent justement apporter tout ce contexte juridique essentiel. Et dans notre rapport, on a donné aussi, nous on a fait une espèce de guide, d'avoir un responsable de la donnée. Parce que comme vous le dites, la donnée, ce sont des choses confidentielles et qu'on ne peut pas partager comme ça. Et aujourd'hui, la donnée, c'est aussi un marché. Ça contribue à enrichir des personnes qui sont parfois pas tellement bienfaisantes. Donc ça, la protection de la donnée est très très importante, et tout ce qui est cybersécurité. Donc ça va être essentiel. C'est pour ça que nous, alors dans des collectivités à partir de, je vais dire, 30 000 habitants, on conseille d'avoir un manager de la donnée. Et il faut aussi avoir en tête que c'est pas forcément l'informaticien. Parce que l'intelligence artificielle, c'est autre chose que l'informatique. Et donc, il ne faudrait pas rater aussi ce virage en se disant qu'on a forcément la personne à l'intérieur de la collectivité qui va pouvoir en fait s'en préoccuper. Ou alors, il faut la former. Et c'est un rôle de médiateur aussi, là encore, dans la relation avec les usagers. Alors, la défenseur des droits a alerté sur les droits des usagers des services publics, parce que certaines décisions administratives peuvent être prises sur la base de résultats livrés par des algorithmes, des systèmes d'intelligence artificielle. Donc toujours avoir cette supervision humaine et régler, avoir des règles, ça s'apprend tout ça. Et des nouveaux métiers peut-être dans les collectivités. Certainement, mais la fiabilité aussi des données. Parce que ça aussi, c'est important, parce que l'intelligence artificielle, je vous dis, elle se nourrit. Donc, si vous lui donnez des données qui ne sont pas fiables, elle va vous donner des résultats qui seront faux et donc qui ne seront pas utilisables. Il faut aussi que la personne qui va recevoir en premier, en fait, le résultat de l'intelligence artificielle, il faut qu'elle ait les capacités aussi de se rendre compte que ce qu'elle a demandé n'était pas bon. Et l'intelligence artificielle ne fera pas tout non plus. Vous savez, nous, quand on fait un texte, une mission, texte de loi, on a un petit document qui s'appelle l'essentiel et qui a un 4 pages en fait qui résume le travail. On a décidé, comme on était sur l'intelligence artificielle, de justement le faire avec l'intelligence artificielle. Bon, on a un outil qui a sorti quelque chose de complètement à côté de la plaque, on va dire, qui ne correspondait pas du tout à notre rapport. Et ensuite, on en a eu un autre qui a sorti quelque chose de beaucoup plus correct, mais derrière, l'administrateur qui nous accompagne a mis 10 heures pour faire le document, pour qu'il soit vraiment cohérent. Donc vous voyez, je pense que c'est rassurant aussi de savoir qu'on aura la touche humaine en dernier, mais il faut avoir formé les personnes, il faut avoir une donnée fiable et sécurisée. L'importance du pilotage humain. Vous restez avec nous, on va continuer le tour de table avec Guillaume Matelier. Je le disais en vous présentant, vous êtes maire de la petite commune d'Ambilly, mais vous êtes aussi docteur en sciences politiques à l'Université de Genève, et vous aviez d'ailleurs déjà participé à des débats au congrès de l'UNCAS, puisque vous animez un groupe de travail sur le thème du revenu de base. Là aussi, toutes ces évolutions, ces automatisations qui posent la question de l'accès aux droits et la question d'actualité du non-recours. Est-ce que le non-recours et le numérique, ce sont des choses qui peuvent avancer ensemble, du moins pour lutter contre le non-recours? Bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. Je crois que déjà, il y a quand même une question essentielle à poser, c'est de bien définir ce qu'est l'intelligence artificielle et être bien sûr qu'on part toutes et tous de la même chose. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question de l'intelligence artificielle générative. C'est ce qui peut nous permettre, par ailleurs, de poser un cadre avec le social, et j'en dirai quelques mots après. Mais après, il y a d'autres intelligences artificielles, il y a d'autres types, et puis il y a aussi toutes les questions qui sont posées par rapport à la souveraineté de l'intelligence artificielle, suivant si on utilise une intelligence artificielle qui est externe, que ce soit ChatGPT ou autre, ou est-ce que ce sont des intelligences artificielles qui sont travaillées en interne, qui sont fermées, qui ont une sécurité, et donc à ce niveau-là, on ne parle pas tout à fait non plus de la même chose. Donc je crois que
ici on ne répondra pas à tout bien évidemment, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes enjeux. Je pense que s'il y a bien un maître mot qu'on devrait avoir quand on parle du social, et ça me venait en écoutant Madame la sénatrice, c'est que je pense qu'on devrait avoir une forme de principe de précaution quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle consacrée au matériau le plus humain possible, c'est-à-dire le social. Et que quand je dis principe de précaution, ce n'est pas simplement pour éviter cela. Je pense que Madame la sénatrice l'a parfaitement dit, mieux vaut agir et essayer d'accompagner plutôt que subir. Il n'empêche que quand on touche le cœur du cœur de ce que représente l'être humain, et j'en dirais quelque chose sur la territorialité, il me semble quand même qu'on doit toujours avoir un recul théorique et pratique. J'en veux pour fait et cause que la question de l'intelligence artificielle est aujourd'hui peu posée au-delà de la question technique et du comment on met en place l'intelligence artificielle, mais du pourquoi on le met en place. Pourquoi on serait amené à le faire ? Est-ce que c'est un aveu d'échec sur le fait que nous ne sommes pas capables finalement d'accompagner les personnes chez nous ? Est-ce que c'est un aveu d'échec sur le fait qu'il faudrait déployer beaucoup plus de ressources et que c'est un moyen complémentaire d'avoir des ressources, c'est-à-dire de toujours faire mieux ? Est-ce que l'intention qu'il y a derrière, c'est finalement pas de dégrader encore le service public en faisant en sorte qu'il y ait peut-être moins d'accompagnement, parce que dans un premier temps... Écho à la table ronde précédente, le rabais. On se le dira, c'est-à-dire qu'à un moment, on va dire oui, ça va nous permettre de mieux accompagner, d'être mieux dans les tâches complexes, mais finalement, si l'IA est capable d'aller aussi très fort dans les tâches complexes, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas encore envie de supprimer des postes et de supprimer de l'accompagnement. Donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un pacte à ce niveau-là et qui doit accompagner le principe de précaution. Le mot que vous avez cité et qu'on a cité quand même depuis ce matin à de nombreuses reprises, c'est la question du non-recours. Déjà, on le sait aujourd'hui, selon un certain nombre de rapports, c'est que le rapport entre le numérique et le non-recours, c'est plutôt un mariage qui ne fonctionne pas si bien que ça. Parce qu'on a pensé qu'en mettant de l'argent dans le numérique, on allait améliorer le non-recours, sauf que les publics qui sont les plus fragilisés ont souvent des difficultés et il y a une certaine fracture numérique, mais même les publics qui ne sont pas forcément fragilisés sont tellement en concurrence attentionnelle avec plein d'autres choses, avec le petit chat sympa sur Instagram, avec la dernière publicité, avec les dernières informations, etc., que finalement, la capacité attentionnelle des personnes qui devraient faire recours à un certain nombre de droits sur le numérique, eh bien, ça n'est pas fait parce qu'on continue, on procrastine à chaque fois un peu plus par rapport à ça. Donc le numérique, ce n'est pas la poule aux œufs d'or, et l'IA intégrée au numérique n'est pas non plus la poule aux œufs d'or. Alors vous dites, oui, il y a ceux qui en sont éloignés à l'électronisme, et puis il y a ceux qui sont débordés par le numérique et qui ne sont plus attentifs aux messages qu'ils reçoivent. Mais nous sommes toutes et tous débordés par le numérique aujourd'hui. On nous a vendu une fable assez intéressante il y a une vingtaine d'années, comme quoi l'email allait nous faire gagner du temps. Vous consacrez combien de temps par jour à traiter des emails ? Je vois tout le monde sourire dans la salle. C'est une des plus grandes arnaques du capitalisme de nous avoir fait croire, comme pour les réseaux sociaux, que ça nous ferait gagner du temps. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vous disent « je n'ai pas le temps », mais qui passent 2 heures sur des réseaux sociaux. Donc c'est bien une question de capacité attentionnelle au-delà de tout ça. Donc quand on rajoute des couches numériques, évidemment que ça ne marche pas aussi bien que ça. Moi j'entends Madame la sénatrice qui dit que ça nous enlève les tâches fastidieuses. Toujours dans le premier temps. Dans le premier temps, c'était avec l'email d'enlever la tâche fastidieuse, de devoir aller poster le courrier, de devoir traiter le courrier, etc. Mais les tâches fastidieuses, elles sont revenues. Donc, cette fable-là, il ne faut pas la reproduire. C'est pour ça que je parle de principe de précaution. Je ne dis pas que ça va se passer, mais ça veut dire simplement qu'on a un petit peu de recul critique aujourd'hui, donc ça pourrait nous inviter à réfléchir différemment. Et puis, sur la question du non-recours, particulièrement, il faut aussi se dire que la population qui devait être davantage facilitée parce qu'elle est native du numérique, est une des populations aujourd'hui où il y a le plus de non-recours, c'est-à-dire les jeunes. Et je reprends la phrase d'un géographe, je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là. La géographie revient en force quand on parle de justice sociale par ailleurs, Augustin Berg, qui dit que finalement l'être humain est un être géographique. Et aujourd'hui, quand on parle de territorialité, quand on parle de cet être géographique, qui de mieux que les CCAS, qui de mieux que la démocratie de proximité peut continuer à miser sur l'humain et à accompagner les publics en difficulté, mais pas que en difficulté. J'aimerais bien qu'on ne ramène pas non plus les CCAS qu'aux publics en difficulté, parce qu'on peut déployer des politiques publiques qui sont positives.
Et puis sur le non-recours, peut-être dernier point, le non-recours, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pourquoi il y a du non-recours ? Parce que parfois, il y a de l'intention des politiques qui est du non-recours. On fait des politiques, on les affiche, on dit on a fait, et puis on ne met pas tout en place pour qu'il y ait du recours. Ça permet de faire des équilibres budgétaires plus avantageux. Pourquoi il y a du non-recours ? Parce qu'il y en a qui n'y arrivent tout simplement pas. Pourquoi il y a du non-recours ? Parce qu'un précaire, il se retrouve souvent confronté à de multiples strates administratives et que tout simplement, il n'a plus, comme le dirait le psychologue Eldar Shafir, il n'a plus aucune bande passante mentale pour gérer tout cela. Donc le non-recours, il est aussi complexe que tout ce que nous avons à traiter dans les CCAS et que tout ce que l'IA aura à traiter demain, si elle doit le traiter. Si on a du mal, moi je lui dis bonne chance à l'IA pour pouvoir traiter le non-recours. Alors, l'IA, le numérique, Vincent Clerc, vous êtes le directeur de la Caisse d'allocation familiale de Savoie. Le numérique, c'est aujourd'hui votre quotidien. C'est aujourd'hui, pour vous, une simplification. Il y a eu une petite polémique, peut-être qu'on va en parler, puisque les algorithmes, on a dit, la CAF fait du contrôle à partir d'algorithmes de façon aléatoire, mais plus précise. Et vous avez été sous les feux de l'actualité à ce sujet. Comment ça évolue, cette affaire Alors, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance, puisque vous m'aviez invité, de suivre la première table ronde. Et donc, il ne me semble pas inintéressant de vous reposer aussi le boulot d'une CAF, même si vous le connaissez. Vous dire que, par exemple, notre premier boulot, c'est de distribuer et de redistribuer des prestations qui sont à destination des familles, dans le domaine du logement, dans le domaine de la précarité, la prime d'activité. Ici, en Savoie, par exemple, on s'adresse à 78 000 allocataires. C'est presque 43% de la population savoyarde, quand vous prenez tout le monde, qui est couverte par ce biais. Donc, pour ça, nous sommes 165 équivalents temps plein moyen annuel. C'est le jargon qui est utilisé. Et pour faire écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il me semble qu'il est très important de comprendre les contraintes des uns et des autres, puisqu'effectivement, nous aussi, au niveau de la sécurité sociale, nous sommes astreints à des réductions de postes, à des réductions de moyens. Et donc, effectivement, l'automatisation, les calculs qui sont embarqués par un système d'information sont aussi une forme de réponse. Donc je suis très sensible à ce qu'a dit notre interlocuteur tout à l'heure sur l'idée du pacte qui est que si on automatise, si on met davantage, entre guillemets, d'intelligence artificielle, il ne faudra pas que ce soit au détriment complet de l'humain, parce qu'il va bien falloir accompagner les populations, ça c'est une évidence. Le deuxième job aussi d'une caisse d'allocation familiale, c'est d'aider et d'accompagner les collectivités locales, les associations, à proposer des services aux familles. Donc c'est très concret, puisque ce sont des crèches, ce sont des accueils de loisirs, ce sont des centres sociaux, ce sont aussi des lieux d'accueil de la parentalité, donc des choses qui touchent directement la vie citoyenne et la vie donc des habitants. Donc par rapport à cela, effectivement, sans parler de l'intelligence artificielle, je le dis très directement, nous on est au niveau initiation bêta, acculturation, sur ce thème-là, au sens strict de la définition. Je pense que la plupart des acteurs publics en sont à ce niveau, qu'ils soient territoriaux, d'État ou des administrations sociales. On n'y est pas encore, et c'est une bonne chose parce qu'effectivement, il y a un vrai principe de précaution, mais d'eux se sont emparés nos caisses nationales en disant attention à ce que l'on met dans ce système-là, attention aux données qu'on manipule, puisque ce sont des données personnelles, et effectivement, il y a la question de la donnée souveraine, c'est où vont toutes ces données, où est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'elles sont sur des serveurs sécurisés ? Est-ce qu'elles sont sur des serveurs français, si je puis dire ? Ou bien est-ce que c'est européen ? Où est-ce que ça se situe tout ça ? On ne peut pas manipuler, évidemment, les données comme ça. Mais par contre, effectivement, depuis de nombreuses années, on est passé sur des phases d'automatisation, de liquidation automatique aussi d'une partie, d'un traitement automatique de données qui permet de mieux traiter les droits, en tout cas de faire face à la charge de travail. Ça, c'est un point qui est quand même important à souligner. Par contre, je mets un bémol et une alerte, c'est qu'en faisant en sorte qu'un certain nombre de tâches simples, répétitives, soient confiées à un automate et à une machine, vous confiez ce qui est complexe à un humain.
Et au bout d'un moment, l'humain, il n'en peut plus. Il assimile plus, c'est trop compliqué. Donc derrière, on a ce phénomène, mais que l'on vit un peu partout, de charge mentale, de difficulté à faire Ça, face. c'est très très important. Il faut s'y arrêter un instant. Effectivement, dans une journée de travail, il y a des choses plus ou moins compliquées. Complètement. Si l'humain ne garde que des questions complexes, c'est ce que vous appelez la charge mentale, et ça, il faut le prendre en compte. Alors, oui, j'évoquais, parce que c'est un sujet, et autant en parler tout de suite, il y a eu cette polémique sur les CAF avec le contrôle par algorithme. Peut-être en dire 2 mots pour qu'on puisse progresser après dans le débat. Tout à fait. Donc le contrôle par algorithme, c'est effectivement un terme qui a un peu défrayé la chronique. C'est vrai que on parlait de l'accès au droit. Aujourd'hui, on parle par exemple au niveau des CAF de l'accès au juste droit. Il ne s'agit pas simplement d'accéder à son droit ou bien à l'ensemble de ses droits, il faut aussi que les droits qui soient déterminés soient justes, c'est-à-dire qu'ils soient justes, calculés justement par votre caisse d'allocation familiale, mais qu'ils soient aussi justes parce que les informations qui ont été communiquées par les habitants, par les allocataires, les ressortissants, sont tout à fait fondées. Et donc, effectivement, il y a eu, pour organiser les politiques de contrôle, un certain nombre de ciblages qui ont été faits, c'est-à-dire qu'un certain nombre de données propriétaires CAF, si je puis dire, qui sont au sein des CAF, ont été croisés, redonnés pour donner des signes d'alerte, des scores de risque pour dire c'est plutôt sur telle situation, tel type de situation, effectivement, que vous devez orienter le contrôle. Et donc, depuis quelques années, nous avons ça qui est à l'œuvre, et c'est ça qui a fait l'objet de polémiques, parce que ça donnait l'impression que c'était toujours les mêmes qui étaient ciblés, ça tombait toujours sur les mêmes personnes, en gros, les contrôles qui étaient mis en place. Le rapport de la Défenseure des droits en avait parlé, et la sénatrice tout à l'heure, Pascale Gruny, nous disait l'importance d'avoir justement une charte, des règles. Oui. Aujourd'hui, la Caisse nationale d'allocation familiale s'est dotée de ces règles, ces sécurités pour Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui sont publiées, qui sont accessibles sur les sites de la CAF. Et puis, je tiens aussi à le préciser, ça a été évoqué par la sénatrice tout à l'heure, même si vous avez un score de risque, ce n'est pas une machine qui contrôle. C'est-à-dire que derrière, il y a toujours une intervention humaine. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un technicien qui va analyser les données qui ont été transcrites par la machine et qui dira « oui, je poursuis l'investigation, oui, je suis capable de qualifier tel ou tel type de difficulté ou tel type de contrôle qui aboutit à tel type de régularisation ». Ça n'est pas la machine qui va prendre le dessus. Il y a toujours une intervention humaine, mais une intervention humaine de plus en plus qualifiée. Parce que la machine est suffisamment maligne parce qu'elle a été programmée pour ça, pour détecter un certain nombre de failles. Alors, on évoquait aussi l'interopérabilité des systèmes dans la table ronde précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui devez fournir des données qui vont servir à la tarification sociale des CCAS, au paiement dans la cantine, etc., comment ça se passe? Et là encore, est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on progresse concrètement? Alors là-dessus, c'était très intéressant puisqu'on a parlé tout à l'heure dans la table ronde des bugs informatiques. Oui, il y en a, c'est sûr, et croyez-moi, c'est un truc dont personne ne veut parce que ça pollue le quotidien à la fois des salariés, mais ça pollue évidemment la vie de nos ressortissants, on en est bien conscient. Et ce genre de difficulté a tendance à, non pas augmenter, mais à être de plus en plus prégnant parce que les systèmes commencent à davantage dialoguer entre eux. Et donc, les contraintes du système, par exemple de la caisse d'assurance vieillesse, vont faire en sorte que ça peut peser sur le système de la caisse d'allocation familiale. Donc, vous pouvez avoir des bugs qui sont générés par l'interopérabilité qui est en train de se faire entre les différents systèmes d'information. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se vivre à l'échelle de toutes les CAF, c'est le pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources pour le RSA et la prime d'activité. Ça veut dire qu'en fait, on a progressé par étapes. D'abord, la question c'était qu'est-ce que je déclare? Et donc, c'est la mise en œuvre du montant net social, le MNS, qui est apparu en 2023 et généralisé en 2024, une ligne supplémentaire sur les lignes de salaire ou bien sur les relevés de compte. Et puis derrière, c'est la prise en compte des ressources qui sont sur un dispositif de ressources mutualisées qui est géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les URSSAF. Et donc, ces données-là, nous les mettons à disposition des bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité sur la déclaration trimestrielle, à eux de dire « je suis d'accord avec ce que… » c'est un peu comme les impôts, je suis d'accord avec le montant qui a été rapatrié, ou bien « je ne suis pas d'accord et je demande une correction ».
Et auquel cas, le droit est calculé en fait en fonction de ces éléments-là. Donc là, au niveau de l'ensemble des CAF, nous sommes sur de ce dispositif. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Guillaume Matelier, c'est que bon, on a des publics fragiles, ou pas nécessairement fragiles d'ailleurs, mais qui ne sont pas dans une grande maîtrise des outils numériques, l'électronisme, et puis également bon, des erreurs. Est-ce que vous avez déjà une évaluation là, sur le pré-remplissage ? Alors là aussi, on a constaté concernant l'électronisme que, en fait, ça a été évoqué tout à l'heure, les jeunes qui sont comment dirais-je, fanatiques, c'est un peu un grand terme, mais en tout cas, qui sont familiers d'un certain nombre de réseaux sociaux ou autres, ne sont pas forcément les plus à l'aise avec ce genre de déclaration. On a vu aussi que c'est un paradoxe. Les bénéficiaires du RSA, le fait qu'il y ait eu davantage d'automatisation dans le traitement de leurs données fait que ce sont des publics qui sont les plus sensibilisés, me semble-t-il, à la question du numérique, même si derrière, il y a plein d'accompagnements qui ont été faits sur le terrain. Évidemment, les CCAS sont partie prenante, mais aussi les centres sociaux. Aujourd'hui, le chiffre que nous avons, c'est que sur 100 déclarations qui sont soumises aux bénéficiaires du RSA, il y a 5 bénéficiaires du RSA qui demandent la correction de la déclaration. Donc en fait, on serait sur un taux, entre guillemets, d'acceptabilité de la donnée financière qui est mise dans la DTR, dans la déclaration trimestrielle, de 95, ce qui est quand même assez conséquent. Bon, après, il y a des nuances, on verra bien, je vous le dis, on n'est que sur la première phase, on a 3 mois pour faire monter ça en charge, et puis après, il faut laisser encore un autre trimestre. Tout ça, c'est un temps relativement long, même si c'est court, 6-7 mois, pour éprouver la fiabilité de la réforme qui est en cours et qui s'appelle d'une certaine manière la solidarité à la source. C'était un peu l'ambition, c'était d'aller chercher directement auprès d'un tiers de confiance les données dont on a besoin pour calculer le droit. Alors là aussi, un mot important, le tiers de confiance. Guillaume Matelier, c'est toute une nouvelle règle du jeu qui se met en place avec une matière dont on fait l'évaluation au fil de l'eau, avec des bugs aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut que l'on replace vraiment au cœur, et je ne parle pas forcément de l'usager final, c'est l'humain au cœur du choix politique sur l'intelligence artificielle. Moi j'entends ce que vous dites sur le pré-remplissage, j'entends tout ça, c'est les questions pratiques, c'est le comment on fait les choses. Et encore une fois, pourquoi on en arrive à faire ce choix politique-là ? Déjà, est-ce que c'est un choix politique qui a été discuté ? Est-ce que c'est un choix politique qui est débattu ? Est-ce que c'est un choix politique qui est délibéré ? Et derrière tout cela, il y a un autre sujet qui arrive, c'est finalement à quel moment le citoyen usager, ou simplement l'usager s'il n'est pas citoyen, a la totale transparence de l'algorithme. Parce qu'on parle souvent de ce qui se passe au final, mais on parle peu de la construction de l'algorithme et des potentiels biais que les algorithmes peuvent avoir. On le sait, beaucoup d'études l'ont montré, notamment sur les recrutements en ressources humaines, avec des algorithmes qui sont soit racistes, soit misogynes, qui permettent de dire une femme entre 30 et 40 ans, c'est un peu risqué parce que si elle n'a pas eu d'enfant, son taux d'employabilité est peut-être moins bon, enfin ce genre de choses. Il y a des autres biais qui sont incorporés dans ces algorithmes sans qu'on sache, au moment où on est confronté à cet algorithme, si cet algorithme n'est pas en train d'avoir un biais à notre égard. Alors quand vous avez un travailleur social ou une personne qui travaille dans nos CCS sans être forcément travailleur social, qui reçoit quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de biais. Mais avec l'intelligence artificielle, ce qui se passe, c'est que le biais, il est industrialisé. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est-à-dire que ceux qui ont produit ce biais-là potentiellement, et des fois pas toujours avec une mauvaise intention, ce n'est pas forcément toujours une mauvaise intention. On le sait aujourd'hui, il y a eu un article il y a peu de temps là-dessus, les intelligences artificielles de type générative, ChatGPT, Mistral et autres, sont plutôt progressistes. Parce qu'elles ne veulent pas être conservatrices, parce qu'un certain nombre d'enjeux, etc. Mais on sait aussi... On les a accusés de wokisme. Voilà, on sait aussi que depuis quelques semaines, certains reviennent en arrière et remettent un peu de conservatisme dans des intelligences artificielles parce qu'on va les accuser de l'inverse. Donc ça, ce sont des choix humains à ce moment-là et de nourrir les datas à cet égard. Et puis vous avez parlé de la problématique de contrôle. Moi, ça m'intéresse toujours, la problématique de contrôle, parce que quand je défends le revenu de base, je dis toujours, c'est pour limiter l'industrie de contrôle. Je pense quand même que nos politiques publiques aujourd'hui devraient davantage s'orienter sur le fait non pas de réparer la question sociale, mais de transformer la question sociale et de faire en sorte qu'il y ait moins de non-recours, qu'il y ait donc moins de contrôle et que donc on fasse des politiques publiques qui soient justes. En somme, ce que je veux dire par là, que ça soit au niveau de la transparence de l'algorithme,
comme sur la question du montage des politiques publiques, il faut remettre l'humain au centre du jeu. Tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, d'une certaine manière, ça va laisser la place, ça va laisser le champ à tous ceux qui continueront à rationaliser, à optimiser le service public et à faire en sorte qu'on ne soit plus que des procédures dans un monde de procédures. C'est vraiment là-dessus que je voulais appuyer sur la question aussi de ce principe de précaution. On a la chance dans les CCAS de pouvoir encore le faire avec proximité. Vous êtes un peu plus loin de cette proximité-là, mais vous recevez et vous faites partie, je le sais pour en avoir discuté avec votre homologue de Haute-Savoie, que vous avez fait partie des seuls grands services publics qui accueillaient encore systématiquement pendant le Covid les personnes. Donc on est un peu dans le même bateau et c'est pour ça qu'on doit y être encore beaucoup plus attentif que ceux qui ne se posent pas du tout la question de cet accueil systématique. Pascal Gruny, vous écoutez ce qui se dit et j'imagine que sur la boîte noire, hein, le contrôle, ce qui se passe dans ces automatismes, là aussi il faut être très vigilant, alors non seulement dans les collectivités, mais c'est aussi le souci du législateur que vous êtes. Oui, oui. Mais d'ailleurs, j'ai écouté, c'est très, très intéressant ce principe de précaution. Moi, je vous ai parlé au départ déjà d'entraîner le citoyen, d'acculter tout le monde, les agents, les citoyens, qui eux vont aussi relever ce que vous dites en fait sur la disparition finalement de l'humain, du lien social, qui est finalement, je dirais, ce pourquoi on s'engage dans une élection. Mais dans notre rapport, on a bien parlé aussi d'éthique. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait absolument faire une charte. Parce que ce que vous dites sur les choix qui sont faits, algorithmes racistes, enfin, IA raciste, etc., bien évidemment, nous, dans nos auditions, on nous en a parlé aussi. Donc c'est pour ça que nous, on est attachés aussi à ce que l'éthique. Après, sur l'intelligence artificielle, c'est aussi le choix du prestataire qu'on va faire. Parce que j'ai bien dit aussi que l'intelligence artificielle, elle se nourrissait. Quand vous dites que certaines intelligences artificielles sont basées sur le wokisme, etc., c'est bien la main de l'humain qui a entré ça. Donc, et l'humain, c'est pas toujours bon, en fait. C'est comme quand on parle de cybersécurité, ben, en général, il y a un humain aussi derrière. L'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est une machine, effectivement, qui va très vite, qui peut prendre des millions de données, mais derrière, il faut absolument toujours que l'humain soit au centre de nos choix politiques. Et puis aussi, intelligence artificielle, tout le monde ne doit pas forcément y aller. Il faut avoir cette réflexion aussi, parce que derrière, il y a des coûts. On n'a peut-être pas beaucoup parlé aussi, il y a aussi l'environnement. Je peux vous dire, 25 questions posées dans ChatGPT, ça consomme 1 demi-litre d'eau. Donc c'est une réflexion aussi à avoir quand c'est multiplié. Et puis, bien sûr, les matières premières, etc. Donc il y a énormément de critères à voir. Et principe de précaution, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé ça, mais moi j'aime bien parce que c'est important. Et en revanche, ce que je vois aussi, parce que moi j'étais rapporteur sur le texte du réseau pour l'emploi, un texte plein emploi, et je suis France Travail, comment ça se passe dans ces nouveautés. Et ce que je vois quand même, c'est qu'ils travaillent aussi maintenant avec de l'intelligence artificielle et que ça leur permet en fait de plus faire toutes les statistiques qu'ils faisaient. Et moi, j'avais rencontré les agents de France Travail qui disaient qu'en fait, ils passaient presque une journée par semaine juste pour remonter ces informations. Et aujourd'hui, ils sont en contact avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et donc, c'est pourquoi, en fait, ils ont été recrutés. Là où est la valeur ajoutée de leur métier, de leurs compétences. Tout à fait. Alors, Mathieu Klein nous a rejoint, mais en vous écoutant, ça faisait tout à fait écho à ce que nous disait ce matin Thierry Baudet, le président du Conseil économique et social environnemental, la nécessité d'avoir des espaces de délibération sur ces sujets pour pouvoir les apprivoiser aussi, mais c'est toute la question aussi des professionnels, parce que Mathieu Klein, vous êtes non seulement le maire de Nancy, mais le président du Haut Conseil au travail social.
comment ces nouvelles technologies, elles percutent les métiers. Alors, on disait, bon, avec Vincent Clerc, qui est le directeur de la Caisse d'allocation familiale de Savoie, le risque, c'est de n'avoir que des questions très complexes à gérer par les humains, et puis tout le reste sera automatisé, avec la charge mentale que ça veut dire, mais aussi se préparer à la création de nouveaux métiers, comme la gestion des données. Aujourd'hui, le travail social aussi en mutation avec cette révolution numérique. Bonjour d'abord à toutes et à tous, et pardon du retard que la SNCF m'a fait vous infliger. Oui, bien sûr que le travail social n'échappe pas plus qu'aucun secteur de la société aux bouleversements et aux questionnements qui sont induits par aujourd'hui la dématérialisation, la digitalisation. Maintenant, vous savez, au-delà de la complexité, on peut effectivement se dire qu'il ne resterait plus que les cas complexes, mais moi je pense qu'il y a un public pour lequel la dématérialisation et la digitalisation représentent une vraie opportunité de lutte contre le non-recours. Il faut aussi avoir, j'allais dire, la simplicité de le dire comme cela, parce que vous avez beaucoup de femmes et d'hommes qui ne voudront jamais franchir la porte en première instance, taper à la porte d'une travailleuse sociale, d'un travailleur social, pour dire que j'ai besoin d'aide, je ne sais pas m'en sortir, je n'y arrive pas. Et qui seront heureux, et en tout cas rassurés, à tout le moins, de pouvoir, derrière un écran de smartphone ou d'ordinateur, finalement faire part de leur situation et enclencher un processus. Et donc, pour cela... De nouveaux canaux aussi de facilité de relation. Exactement. Je pense à des expériences. Il y en a une, je crois avoir aperçu chez Inès Kirouni, la présidente du département, sur une photo. Donc, elle a dû participer à un bout du congrès. Elle a peut-être eu l'occasion de vous expliquer qu'aujourd'hui, elle travaille sur un projet de maison des solidarités 100% digitalisée, c'est-à-dire en plus des maisons des solidarités territoriale du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Elle porte un projet d'une MDS entièrement dématérialisée, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc oui, c'est un plus parce que n'oublions pas que le non-recours reste, j'allais dire, la maladie chronique des solidarités. De 30 à 50% de prestations et d'allocations qui ne sont pas sollicitées selon desquelles on parle par celles et ceux qui peuvent en bénéficier. Donc il y a une partie de ceux-là et de celles-là qui pourront, à travers la dématérialisation, en mettre le pied dans la porte. Et puis il y a tous les autres. Les proportions à 34% pour le RSA, voilà, c'est ça. 50% pour le minimum vieillesse, absolument. 30% pour l'assurance chômage. Oui. C'est ça le gap. Ce sont des chiffres vertigineux qui représentent à eux seuls une source d'économie, bien sûr, pour la dépense publique, mais ça, c'est une vision à courte vue qui représente aussi et surtout une source, finalement, d'un pacte social et républicain qui ne s'achève pas et qui ne remplit pas toutes ses promesses. Et puis, il y a celles et ceux, quel que soit leur âge, qui ne voudront pas, à l'inverse, aller partager une situation difficile, poser une question sensible anonymement à un écran, sans avoir face à eux une femme ou un homme qui va prendre le temps de les écouter. Donc, pour toutes ces raisons-là, le travail social, il est à la fois aujourd'hui réinterrogé parce qu'il faut savoir faire preuve d'agilité, mais rien ne remplacera jamais un professionnel ou une professionnelle. Et si je peux aller un peu plus loin, rapidement, il y a un élément aussi, je pense qu'il faut bien prendre en considération, qui est celui du défi de l'automatisation de l'accès aux droits. Car plus, comme c'est le cas aujourd'hui pour le prélèvement à la source de vos impôts, plus une situation sociale X ouvrira droit mais automatiquement à une prestation sociale Y, plus le professionnel ou la professionnelle pourra se concentrer sur le travail humain, l'accompagnement du parcours, la prise en charge de la personne, plus que sur l'ouverture, la réouverture, la reconquête de droits perdus. Et la gestion de process. Donc il y a un enjeu pour les professionnels aussi finalement de les remettre au cœur de leur métier et de leur savoir-faire. Très bien. Alors comme depuis ce matin, le débat il se passe de ce côté de la salle, mais aussi avec vous, c'est le moment aussi de nous dire comment vous vous emparez de ces outils, les craintes et les espoirs que vous avez et les questions que vous souhaitez aussi d'explication par rapport à ça. Troisième rang, une main qui s'est levée au centre et le micro qui arrive jusqu'à vous. Deux micros qui arrivent, voilà. C'est à vous.
Merci. Bonjour, Patricia Hurtrel, directrice de CCAS en Essonne. Alors moi, je vous explique une situation très concrète de non-recours au départ. Une personne sans domicile fixe qui n'a pas accès à ses droits. On arrive à le récupérer tant bien que mal sur son banc, c'est très clairement ça, juste devant la mairie. Et on commence à faire les démarches pour qu'il puisse bénéficier du RRSA. Bon, je vous raconte pas, difficulté à ouvrir un compte bancaire, donc il a fallu qu'on... Voilà. Et une fois qu'il a demandé son RSA, un contrôle. La personne n'a rien touché depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. J'espère que ce n'est pas l'algorithme qui fait ça, parce que là, c'est quand même tout juste, voilà, limite. Donc, qui lui demande un compte bancaire, qu'il n'a toujours pas, un livret, quelque part caché, peut-être qu'il a un compte bancaire en Suisse, qui sait. Et quand on écrit directement au service concerné, pas de réponse. Heureusement que je fais aussi partie de l'UDCCAS. On a des contacts avec le président du conseil départemental qui nous a débloqué la situation. C'est juste ubuesque. Alors des situations ubuesques, mais aussi la question de l'existence sociale. C'est une question de citoyenneté, on peut dire, Guillaume Matelier. Comment on fait en sorte que avoir droit, c'est aussi avoir les moyens de ces droits, les outils de ces droits. Oui, systématiquement. C'est-à-dire que si des politiques publiques sont mises en place, elles devraient notamment assumer l'intégralité des moyens de mise à disposition de ces politiques publiques et donc faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de problématique-là, qu'on connaît d'ailleurs dans beaucoup de nos CCS. Moi, je parle souvent un peu du parcours du combattant précaire, celui qui passe d'une administration à l'autre et qui, je dirais, parce que je suis haut-savoyard, donc les montagnes, on sait ce que c'est le CCS, comme les communes, c'est un peu le dernier refuge de la République, c'est le dernier endroit, comme aux montagnes, où on peut se mettre un petit peu au chaud et venir réclamer un certain nombre de droits ou qu'on vienne nous aider à déclencher ces droits, à les affirmer. Je crois qu'il n'y a rien de pire, et Mathieu Klein l'a dit aussi, il n'y a rien de pire qu'une politique publique qui n'atteint pas ses objectifs, qui n'atteint pas les citoyens. Et si elle reste juste une labellisation comme ça, fumeuse, parce que des hommes et des femmes politiques auraient voulu que ça soit une politique publique un peu marketing à un moment donné, je pense que c'est la pire des choses. Mais ça aura quand même tendance même à se dégrader d'une certaine manière avec un recours au tout numérique, parce qu'on risque surtout et souvent de repousser en disant oui mais c'est pas nous. On l'a connu d'ailleurs sur un certain nombre de choses liées à l'informatique. On disait oui mais c'est pas moi. Oui mais il y a bien quelqu'un derrière. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cette transparence, notamment de l'algorithme. Je parlais du citoyen remis au cœur de la compréhension de l'algorithme qui va le recevoir et qui va avoir en première instance d'une certaine manière. Peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait mon collègue sur le fait que ça pourrait lutter contre les non-recours. Je pense que ça peut aider sur un certain nombre de recours, je suis assez d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il faut mettre au cœur de tout ça, c'est la question psychologique, que ça soit avec un accueil humain aujourd'hui, comme avec un accueil d'une IA demain. J'entends par là que quand vous arrivez aujourd'hui dans une mairie ou ailleurs, et notamment auprès des assistantes sociaux, on le sait, une des parties du non-recours, c'est le fait d'une certaine barrière sociale, de ne pas être vraiment soi, de se dégrader en arrivant vers un travailleur social, d'être regardé, d'être contrôlé, ce genre de choses. Le fait d'arriver peut-être vers une IA demain, et c'est pour ça que je dis qu'il faut au moins y réfléchir, ouvrir le débat, ça peut être le fait, on n'est même plus capable de m'accueillir humainement. C'est-à-dire, je ne suis même plus reconnu en tant qu'être humain pour qu'on puisse m'accueillir, même en première instance. Je pense qu'il y a des scénarios mixtes et que tout ce qui peut être envoyé à distance chez nous peut être intéressant, mais que tout ce qui est déployé au sein de nos collectivités doit toujours, au minimum, garder un scénario mixte, et notamment sur l'accompagnement par rapport à la compréhension de l'IA. Peut-être juste dernier point,
moi, je ne jette pas jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la question de l'intelligence artificielle et notamment générative est intéressante, notamment pour la création de contenu, pour le fait aussi de nourrir des datas qui permettent ensuite d'améliorer, comme disait tout à l'heure Madame la sénatrice, le fait qu'elles ne disent pas toujours juste, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez d'entrée parfois et de complexité, d'appréciation de la complexité. Mais ce qui est assez intéressant, et là je pense qu'il faut quand même s'en saisir, c'est le côté conversationnel de la chose. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en conversation, même si ce n'est pas humain, et sur une meilleure compréhension des objectifs et des enjeux. Je vous invite à lire, il y a quelques semaines en arrière, il y a eu un article là-dessus sur le fait que les intelligences conversationnelles sont aujourd'hui comme des psys à la maison, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus sollicitées pour nourrir nos angoisses, notre compréhension du monde et répondre à certaines questions qu'on n'aimerait pas, par exemple, donner à un psychologue. Il y a eu un article assez intéressant à cet égard là-dessus. Oui, un psychologue, mais aussi un guichet, et on peut comme ça se priver, ou du moins s'abstenir de se dévoiler et faire des projections sur un écran, et c'est parfois aussi facilitateur. Pascal Gruny, vous nous entendez, et comment vous avez intégré ces questions? Puisque le rapport, moi, j'ai des exemples aussi. Hein. Vous avez fait un certain nombre de recommandations. Justement, sur la gestion des données, sur la gestion de l'IA. Vous disiez avoir un responsable au sein de la structure, alors de la collectivité ou de l'établissement qui est le CCAS, à partir d'une certaine taille. Mais est-ce qu'on peut aussi penser à des coopérations entre les CCAS, entre les communes, pour progresser sur ces questions ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je vous avais parlé des petites communes, mais c'est pareil en fait pour les différents services, tout ce qui est autour des collectivités. Il va falloir entraîner tout le monde, et justement avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la sécurisation juridique, la sécurisation des données, la fiabilité des données, le partage des données et le partage d'expériences. Parce qu'on a aussi dans notre rapport dit qu'il faudrait une plateforme au niveau de l'État avec les intelligences artificielles, ce qu'elles ont apporté, les exemples. On en a déjà, mais la plateforme n'existe pas, avec les collectivités qu'on a pu auditionner. Mais quand je vous écoutais aussi sur en fait le non-recours, franchir une porte, mais qu'on ait l'IA ou pas, c'est déjà comme ça. Moi, j'étais présidente du NUTAS, et il y a eu à un moment donné une commission à laquelle j'avais participé. La personne, elle ne sortait plus de chez elle, en fait. Donc, comme on a suspendu son RSA, là, elle s'est bougée et elle est venue. Mais on lui demandait en fait simplement, parce que travailler c'était compliqué, mais simplement d'aller dans un centre social 2 fois par semaine, et c'était quelque chose qu'elle pouvait pas faire. Donc moi je ne suis pas non plus d'accord à ce que tout se fasse par le numérique, l'intelligence artificielle, et que les gens finalement sortent plus de chez eux, parce que le lien social il est essentiel. Donc en fait tout ça font que en fait, l'intelligence artificielle, ça doit rester un outil. Il faut réfléchir si on doit avoir une intelligence artificielle ou pas. Il faut bien choisir ses prestataires, qui soient aussi des entreprises pérennes, parce que derrière, il y aura aussi de la maintenance, des mises à jour. Et toujours, la responsabilité sera celle des élus, en premier lieu. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Donc, en matière sociale, c'est encore plus compliqué, je dirais, à mettre en place. Oui, sur le non-recours, je pense que peut-être qu'on peut avoir de l'aide, mais je suis d'accord avec vous que ça n'aura pas 100% en fait des recours pour toutes les personnes. Mais aujourd'hui, on ne les a pas aussi parce que les personnes n'osent pas. Mais c'est pas quelque chose d'aujourd'hui.
C'est quelque chose qui existe pour tout le monde. C'est aussi très français. La situation d'échec, on la partage pas. Ça a toujours été difficile. Aux États-Unis, vous trompez dans une orientation, votre entreprise fait faillite, c'est pas grave, vous rebondissez, on vous montre pas du doigt. Ici en France, on montre facilement du doigt les personnes. Et en matière sociale, il faut souvent aller chercher les personnes chez elles, à leur domicile. Et c'est un peu aussi, je vous parlais du réseau pour l'emploi, c'est un peu ça, c'est-à-dire accompagner les gens, c'est leur prendre la main pour essayer de les ramener vers une activité. Donc voilà, ce que je peux dire, intelligence artificielle, oui, pas forcément pour tout, et attention à bien tout cadrer juridiquement et toujours penser à la responsabilité aussi des élus. Et puis ne pas enfermer les citoyens derrière leur écran. Et là aussi, il y a une sociabilisation qui se fait en partageant des espaces. D'autres questions? Voilà, des mains qui se lèvent. Vous avez le micro, allez-y. Oui, bonjour. Yvan Vialard, je suis UD CCAS de l'Ardèche. Et à ce titre, l'UD participe au comité local de travail social en Ardèche, qui s'est monté il y a 2 ans. Et j'allais dire, je participe à la rencontre en particulier avec les personnes concernées. Et c'est quand même intéressant de voir qu'on est un peu en amont. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas loin de penser aussi que si on a besoin de l'intelligence artificielle, si on a besoin de tout ce savoir informatique, c'est aussi peut-être parce qu'on a abandonné l'action directe auprès des populations. Dans les cadres du comité local de travail social, on fait des rencontres et des groupes de travail avec donc des personnes concernées, des élus, des travailleurs sociaux, etc. Et ce que je me rends compte, c'est que petit à petit, ces personnes concernées qui viennent de la rue, qui viennent de CHRS ou autres, petit à petit prennent du poil de la bête, si je peux dire, et commencent à prendre des responsabilités, commencent à prendre des actions, travaillent sur des projets et donc sont plus à l'aise aussi pour rencontrer les travailleurs sociaux, pour aller à la rencontre d'un CCAS, etc. Parce que petit à petit, ils s'aperçoivent qu'ils ont une qualité en eux, quoi, que personne ne leur dit. Et donc, je trouve très intéressant ce genre de travail. On a fait beaucoup sur le croisement des regards et on s'aperçoit que les travailleurs sociaux découvrent les personnes qui sont accompagnées et les personnes accompagnées découvrent aussi le travail social. Et une réflexion qui me vient là comme ça, je me rappelle d'une personne accompagnée qui dit « Je ne pensais pas que les travailleurs sociaux en faisaient tant ». Voilà, donc ça veut dire aussi qu'on ne se connaît pas. Et dans le travail du croisement des regards, tout d'un coup, on se découvre mutuellement. Et des personnes qu'on ne pensait pas à l'origine qui pouvaient faire une action, tout d'un coup, on les découvre. Alors l'usager qui trouve de l'assurance, oui, qui prend en main son dossier, mais aussi le travailleur qui change de regard. Là aussi, Mathieu Klein, c'est toutes ces évolutions qu'on a à gérer, puis qui sont plutôt encourageantes. Oui, et merci d'ailleurs de souligner le travail des comités locaux du travail social et du développement social, dont celui de l'Ardèche. C'est une des belles réussites du Haut Conseil du travail social ces dernières années, d'avoir aussi su se doter de structures territoriales qui permettent le contact direct. Et vous mettez le doigt, monsieur, sur, ce que je crois être le cœur de la mission des professionnels du travail social, restaurer chaque personne accompagner dans son autonomie et sa dignité, plus que passer du temps à ouvrir ou rouvrir des dispositifs. Celles et ceux qui s'engagent dans le travail social le font parce qu'elles ont cette conviction commune que chaque individu a les ressources quelque part en lui ou autour de lui pour reprendre le fil d'une existence digne et autonome. Nous sommes tous sujets à des accidents de parcours, qu'ils soient sociaux, familiaux, économiques, et quel que soit l'âge auquel ils peuvent survenir, quels que soient les milieux sociaux dans lesquels nous évoluons. Et le travail social, ça n'est ni plus ni moins que la capacité, à cet instant de bascule, d'accident, eh bien de retrouver la capacité soi-même à se construire. Et c'est donc tout l'inverse de l'assistanat
tel qu'on le caricature souvent aujourd'hui, et malheureusement de plus en plus souvent, cette assimilation souvent nauséabonde entre les politiques de solidarité, celles et ceux qui les incarnent, les travailleurs sociaux et les personnes qui sont accompagnées, avec une société de l'assistance ou de l'assistanat. Il faut savoir aussi remettre, comme vous venez de le faire, j'allais dire l'église au milieu du village, ou la mairie ou l'hôtel de ville au milieu du village, pour redonner à chacun sa juste place, sa juste fonction. Et c'est absolument essentiel parce que l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, par rapport à ce que disait tout à l'heure la sénatrice qui est avec nous cet après-midi, elle n'est qu'un outil. Elle n'est pas le nouvel Eldorado grâce auquel tout va se transformer. Elle ne remplacera jamais le contact humain. Mais elle peut être au service d'une prise de contact qui n'existerait peut-être pas sans elle pour certaines personnes. Donc il ne faut pas du tout en faire un objet, j'allais dire, ad hoc. C'est un outil supplémentaire au service de cette belle mission que vous venez de décrire. Ce qu'on fait de cet outil. Puis c'est la fameuse formule de Mandela, si vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. C'est aussi une façon de construire du travail social, ce que vous expliquiez dans l'évolution des métiers. Du côté de la CAF, Vincent Clerc. Pour compléter le propos, je vais prendre 2 exemples concrets. Le premier, par exemple, sur la mise en place de dispositifs d'automatisation, ça sert aussi à détecter des situations de vie sur lesquelles il faut intervenir. Par exemple, au niveau des caisses d'allocation familiale, quand il y a une séparation, quand il y a un décès, tout ceci fait l'objet effectivement d'un premier traitement automatique de signalement auprès de nos travailleurs sociaux qui vont prendre la tâche des personnes concernées et qui vont aller au-devant de ces personnes pour voir si justement l'ensemble des droits avec les partenaires ont pu être établis, si des réponses ont pu être données ou si la CAF doit donner des réponses particulières. Et moi, j'étais assez frappé sur ce dispositif-là. On a un taux de retour des personnes contactées qui oscille très vite entre 60 et 75%. C'est-à-dire que lorsqu'on contacte ces personnes, vous avez presque 3/4 des personnes qui répondent à l'offre qui est faite par les travailleurs sociaux et donc qui ont une réponse concrète avec une personne en face d'eux pour prendre en compte leurs difficultés. Et le deuxième exemple, c'est que lorsqu'on parle de la mise en commun de données, moi je voudrais illustrer avec un élément très concret qui est mis en place ici sur l'agglomération de Chambéry, c'est l'expérimentation territoire zéro non-recours, le TZNR. C'est effectivement grâce à la mise en commun de données et des formes d'automatisation qui sont faites entre les différentes institutions, les bailleurs sociaux, que l'on peut identifier des situations où on se rend compte qu'il y a certainement un non-accès aux droits. Et donc on mobilise là des travailleurs sociaux qui vont faire du porte-à-porte, qui vont aller directement chez les personnes pour essayer de voir quel est le problème. Et on se rend compte qu'on a des personnes qui disent « moi, ça ne m'intéresse pas, je ne donne pas suite », mais on a aussi des personnes qui, par ce biais-là, arrivent à faire ouvrir ou faire compléter des droits ou accéder à des droits qu'ils n'avaient plus. Et c'est aussi une façon de remettre de l'humain au cœur de tout cela, mais par le biais aussi de systèmes d'information qui ont pu être un peu automatisés et croisés. Alors, qui souhaite intervenir, poser des questions aussi de compréhension de ces grands enjeux, de ces nouvelles pratiques. Voilà, une main qui se lève et le micro qui arrive jusqu'à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis Alexandra Beaujard, vice-présidente déléguée du CCAS d'Annecy. Je voudrais partager une petite crainte par rapport à ces échanges. C'est en fait, j'ai peur de cette généralisation de l'IA vienne en fait renforcer la fermeture des guichets et du coup la montée de la violence dans nos accueils CCAS qui sont un petit peu les derniers accueils physiques pour accueillir les gens. Donc voilà, cette montée de la violence dans nos guichets. C'est vrai que ça peut être, on le voit dans des dystopies, des scénarios qu'il faut absolument éviter. L'isolement social, vous en parliez Guillaume Matelier, et la nécessité d'espace, de partage, d'espace collectif, de faire communauté. En fait, c'est vraiment ça le système, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est comment on garde ou on met, ça dépend à quel niveau on en est, l'humain au cœur du dispositif. S'engueuler avec quelqu'un quand on rentre dans un CCAS ou quand on rentre dans une mairie, je dirais d'une certaine manière, c'est déjà presque positif, même si on le prend mal, c'est-à-dire qu'il y a au moins un dialogue qui peut exister. Moi, je trouve toujours que quand on s'engueule, finalement, c'est qu'il y a encore quelque chose qui se passe.
À partir du moment où on nourrirait sa rancœur à la maison, à partir du moment où on aurait des difficultés, à partir du moment, on l'a dit tout à l'heure, où il y aurait un bug ou ce genre de choses et qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un au téléphone ou qu'on n'arrive pas à résoudre notre problème, systématiquement, ça augmentera la violence comme ça l'augmente par ailleurs aujourd'hui. Je ne sais pas. Les dégâts des réseaux sociaux il y a dans les réseaux la relation sociaux, aux mais élus locaux, par exemple. Regardez, aujourd'hui, je pense que les services publics restent encore des lieux où on peut rencontrer quelqu'un, où on peut avoir quelqu'un au téléphone aussi, en tout cas la démocratie locale. Essayez d'avoir votre fournisseur Internet ou autre et on en rediscute pour qu'il résolve votre problème. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses, les banques, les assurances, etc., qui pourtant sont bien aussi au cœur de votre quotidien et de l'augmentation de l'énervement de votre quotidien. Donc, il faut faire attention à ça, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des scénarios qui sont des scénarios mixtes. C'est-à-dire que le scénario mixte, c'est qu'on ait la possibilité d'accès au numérique au sein de la mairie notamment, ou chez soi, mais qu'à chacun des moments qui peuvent constituer à nouveau des barrières sociales, parce que c'est notre rôle, on puisse répondre à ces problématiques-là. Et c'est vraiment toujours ça qu'on doit garder en ligne de mire. Je le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des choix politiques. Et ces choix politiques, jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui devons les faire et on ne doit pas se les faire imposer par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Et ça repose aussi la question de la souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Je le dirais, j'aurais pensé le dire en conclusion, mais j'avais posé une question ce matin sur l'État stratège. Où est l'État sur cette question-là ? Parce que si on est tous renvoyés dans nos collectivités, chacun faire sa petite tambouille, à choisir le bon produit, etc., sans forcément d'ailleurs réfléchir à l'intentionnalité, au biais qu'il peut y avoir derrière ou à la construction citoyenne qu'il pourrait y avoir autour de l'algorithme, on risque d'être en difficulté, on risque même d'être en concurrence les uns les autres. Donc ce qu'il faut, c'est au minimum augmenter le territoire par rapport à ça. Les agglomérations, les métropoles peuvent déjà être des territoires, à mon avis, un peu plus justes sur ces questions-là pour s'emparer collectivement, à travers les marchés publics, à travers l'achat de ce type de solutions. Mais ça ne pourra jamais bien se faire si derrière, nous n'avons pas un État stratège qui nous accompagne, mais qui aussi essaie de promouvoir des intelligences artificielles, des algorithmes qui sont de qualité, de ce que l'on pourrait attendre d'un État démocratique. Alors on va se tourner vers le législateur. En l'occurrence, Pascal Gruny, ça fait partie des recommandations que vous avez eues, justement, avec des chefs de fila aussi. Oui. C'est ça, c'est ça. Des chefs de fila au niveau des métropoles, de communautés d'agglomération, soit le département, soit la région. Et bien sûr, l'État. L'État doit être absolument présent et justement pour le cadre. Et d'ailleurs, il y travaille déjà. Il a déjà développé, il y a Albert, une intelligence artificielle qui s'adresse justement plutôt aux administrations aujourd'hui, mais qui devrait être élargie ensuite. Donc l'État n'est quand même pas absent. Et puis l'ANSSI aussi, elle supervise aussi toute la partie notamment juridique. Donc, moi, je suis complètement d'accord. L'État doit être présent. Et puis après, pour entraîner en fait les personnes, éviter aussi de commettre des erreurs, de s'engager dans l'intelligence artificielle alors qu'on n'en a pas besoin. Tout ça, ça doit se faire aussi en proximité, mais à minima au niveau d'une communauté de communes ou d'agglomération. Alors Mathieu Klein, là je me tourne vers le président de la métropole de Nancy. Comment être chef de file? Comment aujourd'hui, très concrètement, la ville et puis la métropole gèrent ces questions, ces mutations? D'abord, en travaillant les uns avec les autres, il ne faut pas imaginer qu'une seule collectivité peut aujourd'hui à elle seule détenir la bonne solution, sinon ça se saurait et tout le monde ferait la même chose. Le chef de fila des politiques de solidarité reste exercé par le conseil départemental dans chacun de nos départements et nous travaillons en lien les uns avec les autres. Je prends l'exemple, je vais rebondir sur l'exemple territoire zéro non-recours, qui est un bon exemple de ce travail collaboratif qui est expérimenté aussi sur le territoire du Grand Nancy aujourd'hui, qui mêle les professionnels du travail social de la ville, enfin des communes concernées, du département, l'appui logistique de la métropole, de la caisse d'allocation familiale, de l'État.
je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais il y en a moi un qui m'a frappé, c'est que quasiment 7 personnes sur 10 de celles qui ont accepté qu'un contact soit pris dans le cadre de la démarche territoire zéro non-recours étaient des personnes qui n'exerçaient pas leurs droits sociaux. Et grâce à cette démarche territoire zéro non-recours, à cet aller vers que la crise sanitaire a remis au goût du jour, a réinventé, et qui est pourtant le cœur du métier du travail social depuis fort longtemps, eh bien, ces personnes, aujourd'hui, sont entrées dans des démarches de reconquête ou de conquête de leurs droits sociaux, quelle que soit la nature de ceux-ci. Et puis, je crois aussi que la logique de coordination, c'est celle qui préside à tous les grands enjeux. Nous travaillons actuellement, on va l'ouvrir à la fin du mois d'août, un projet en lien entre la ville de Nancy et le département de Meurthe-et-Moselle d'ouverture d'une maison des femmes, qui sera un service ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Nancy, pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales et familiales, leurs enfants le cas échéant, les mettre à l'abri. Et c'est le premier service 24/7 du territoire qui va fonctionner. Et c'est un projet qui a été co-construit entre la ville et le département, qui là sont tous les deux en lien avec d'autres partenaires, bien sûr, dont la CAF, dont l'État, la région, les associations, mais qui sont là, toutes ces deux collectivités sont au cœur finalement de l'exercice d'une compétence naturellement partagée, et plutôt que de multiplier les dispositifs, eh bien, il s'agit de les croiser. Parce que l'empilement des dispositifs, c'est aussi ce qui nuit aujourd'hui au non-recours. Parce qu'un professionnel du travail social aujourd'hui, une personne peut correspondre à 12 cases différentes de dispositifs, droits ouverts, non ouverts, expérimentation, et souvent obligeant d'ailleurs à raconter l'histoire plusieurs fois, à la différence aujourd'hui de votre dossier médical partagé et du principe du dites-le une fois. Dans le domaine des solidarités, nous en sommes encore assez loin. Parce que pour peu que vous soyez éligible... Donc des marges de progrès, hein, il y a des marges... Bien sûr, parce que RSA, PCH, minimum vieillesse, prestations familiales, et j'en passe, peuvent parfois se cumuler ou se succéder dans le temps, obligeant à chaque fois les personnes à reprendre, et les professionnels qui sont avec eux à reprendre. Donc tout ce qui peut concourir aujourd'hui à réduire ce temps perdu pour le consacrer au temps utile de l'accompagnement, eh bien, c'est ce que nous essayons de construire. Je vous ai cité ces 2 exemples sur le territoire. Et ce qui est central, c'est la gestion de la donnée, justement, partage, dites-vous, et puis, bien évidemment, d'avoir à côté des politiques ciblées. Vous parlez des femmes, on a parlé aussi beaucoup du grand âge, mais aussi des jeunes. Et ces politiques ciblées, eh bien, elles méritent, là encore, plusieurs opérateurs pour faire un pack sur le territoire. Qui souhaite intervenir, poser des questions? Il est encore temps. Voilà, premier rang. Le micro va venir jusqu'à vous. Bonjour et merci. Donc Sandrine Runel, je suis vice-présidente de l'UNCAS et députée. Je voulais remercier donc le directeur de la CAF en fait, pour nous partager évidemment ce que vous êtes en train de mettre en place. À mon sens, c'est une bonne chose et ça va dans le bon sens. Alors des marges de progrès, il y en a encore beaucoup, puisque quand on regarde ce qu'ont fait les impôts il y a déjà de nombreuses années, quand il s'agit de percevoir en fait les impôts, ça fonctionne plutôt bien et ça on y arrive bien et il y a très peu d'erreurs d'ailleurs dans les déclarations qu'on reçoit à la maison. Pour autant, par contre, quand il s'agit de verser des droits et de donner accès aux droits, ça marche un petit peu moins bien. Donc voilà, la solidarité à la source. Cause à effet Oui, je vois peut-être l'intérêt, en tout cas, des gouvernements successifs et notamment ceux qu'on connaît depuis 8 ans, qui n'auraient pas forcément cet intérêt-là à faire en sorte qu'on ait accès, en tout cas que les personnes les plus précaires aient accès à leurs droits. Mais en tout cas, à mon sens, c'est évidemment encore un certain progrès à mettre en place. Mais la solidarité à la source, le net social également et les expérimentations de TZNR vont évidemment dans le bon sens. Mais quand on parle en fait de l'intelligence artificielle, elle devrait être uniquement au service justement de cette automatisation, puisqu'aujourd'hui on voit bien quand même la difficulté pour certains qui ont accès à leurs droits, donc on n'est même plus dans le non-recours, on est
même plus pour les 30 ou 40% de personnes qui n'ont pas accès aux droits auxquels ils pourraient prétendre, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir réussi à remplir le formulaire, puisqu'apparemment ce matin la ministre disait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien remplir le formulaire. Pour ceux qui ont eu la chance du coup de pouvoir accéder à ces droits-là, il faut encore refaire des demandes pour notamment d'autres aides, et c'est le cas pour les CCAS, c'est le cas pour les droits connexes que peuvent mettre en place des collectivités locales, notamment je pense à la gratuité des transports, à la gratuité des cantines scolaires, et je pense que là-dessus, il y a évidemment des marges de progrès, et donc c'est en ce sens que nous devons évidemment légiférer, en tout cas faire en sorte que aujourd'hui les administrations soient dans l'obligation, ce qui n'est pas le cas, de transmettre ces données pour faire en sorte que les collectivités locales ou les organisations qui peuvent prétendre aussi à faire accéder à des droits le fassent. Et donc, justement, il faut qu'on avance ensemble là-dessus. Donc, j'espère que, évidemment, je sais que les administrations rencontrent ces mêmes difficultés, notamment vos agents, et qu'on va pouvoir avancer ensemble dans ce sens. Mais maintenant, c'est évidemment aux parlementaires d'avancer là-dessus, et j'espère que le gouvernement suivra pour qu'on puisse adopter ce genre de dispositions. Et puis le faire à l'échelon local. Ce matin, Léa Filoche, pour Paris, expliquait les difficultés de dialogue des données avec la CNAV. Tout cela aussi, on a parlé des services déconcentrés. Il y a aussi une liberté d'action au niveau départemental pour les CAF, ou est-ce que vous êtes victime d'un centralisme ? Alors, sur ce genre de choses, il y a quand même effectivement un très fort cadrage, mais c'est normal. Et il existe déjà des dispositifs, alors c'est très technique, c'est le problème de ce genre de matière, quand on commence à les aborder. Il existe, piloté par d'ailleurs la direction de la numérique, de ce que l'on appelle des plateformes qui s'appellent API. Et donc, par exemple, les CAF versent les quotients familiaux, et c'est là-dedans que, normalement, CCAS peuvent aller chercher les données pour, justement, permettre la tarification de la cantine, des transports scolaires, etc. Localement, nous, ce que l'on a fait, c'est que, avant que ça soit généralisé, avec la ville de Chambéry, on a signé une convention où on échange régulièrement les données des allocataires de la ville de Chambéry pour que ceux-ci puissent bénéficier, pour que les services de la ville et les QF, et puissent derrière pratiquer la tarification des établissements d'accueil du jeune enfant, la cantine, et aussi l'accès aux services culturels, notamment la MJC. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire localement à partir du moment où on est sur un échange de données qui peut se rattacher à un texte national, évidemment. Pascal Gruny, vous entendez votre collègue députée Sandrine Runel. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faut généraliser et donc légiférer aussi pour accélérer cette généralisation de partage des données ? Oui, ça, moi, j'y suis très favorable. On l'a déjà fait du réseau pour l'emploi. Bien évidemment, c'est essentiel. En revanche, là, on parle de non-recours. Donc, effectivement, les différents outils qu'on met en place vont permettre certainement à des personnes d'avoir recours aux aides auxquelles elles ont droit. Mais je pense qu'il y aura aussi des personnes qui ont des aides auxquelles elles n'ont pas le droit. Et donc, il y aura là un rétablissement. Tout ne va pas être dans un sens. Donc, on aura peut-être aussi des difficultés parce que quand on enlève justement une aide, en général, en tout cas, nous, en tant que parlementaires ou conseiller départemental pour moi, souvent, on vient frapper à notre porte. Et parfois, on a aussi beaucoup de difficultés à trouver les bonnes personnes pour nous accompagner aussi, pour qu'on puisse aider les personnes. Donc il y a ça. Nous, on en parle au niveau de la Commission des affaires sociales du Sénat, évidemment, sur ce non-recours. Et il y a eu déjà des travaux de fait. Pour l'instant, ça n'a pas avancé davantage. Merci Pascal Gruny, en tout cas avancé certainement là encore des marges de manœuvre. Je pense qu'on en parlera encore demain aussi sur tous les territoires puisque c'est un des débats que nous aurons. Et puis derrière, c'est prendre toutes les transition numérique, transition climatique là encore. Merci messieurs, merci madame qui avait été avec nous, madame la sénatrice, merci.
Donc, première journée de congrès avec un continuum des thèmes, ne laisser personne sur le côté. Et ce grand défi du non-recours, il est symptomatique aussi d'une transformation du travail social, d'aller vers. Et demain encore de beaux débats. Merci à vous. On peut les applaudir. Rendez-vous demain matin à 9h. Bonne soirée. Bonne soirée. Every time you come around, you know I can't say no. Every time